Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Détourner un avion pour arrêter un opposant politique, arrêter quiconque critiquant le régime, snober les sanctions internationales, le président bélarusse Alexandre Loukachenko apparaît aujourd'hui sans limite, prêt à tout pour sauvegarder son pouvoir, lui qui dirige le pays d'une main de fer depuis 26 ans. Mais la contestation s'organise et se développe depuis plusieurs mois. Et ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines en plein ciel a mis un coup de projecteur sur le régime bélarusse. Le dimanche 23 mai, le Bélarus a en effet envoyé un chasseur intercepter un avion de ligne à bord duquel se trouvait Roman Protasevich, journaliste de 26 ans et militant d'opposition. L'avion Ryanair dans lequel il se trouvait faisait la liaison entre Athènes et Vilnius. Il a dû atterrir d'urgence dans la capitale bélorusse où Roman Protasevich a donc été arrêté. On va décrypter la situation dans le pays avec nos 2 invités ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors déjà, bonsoir à toutes les deux. Tout d'abord, donc, Ekaterina Pearson-Ligina, vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'ULB, spécialiste de la politique étrangère bélarusse. Et alors, à vos côtés, Daria, vous êtes bélarusse, installée en Belgique depuis 10 ans. Et on peut dire que vous êtes une militante des droits humains, active vraiment dans la diaspora bélarusse. Et vous étiez dans votre pays en août dernier lors des grosses manifestations où les femmes ont d'ailleurs pris une importance inédite. Vous nous en parlerez dans un instant. Alors, Ekaterina Pearson-Ligina, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dresser un peu le portrait du pays, ce pays Alors déjà, on va peut-être commencer par ça. Moi, je voulais dire au départ Biélorussie. On me dit qu'il faut dire Bélarus. Pourquoi, en fait, c'est important, cette terminologie Bélarus et pas Biélorussie, comme on le traduit parfois en Belgique ou en France? Donc, Bélarus, c'est le nom officiel du pays, dans les 2 langues d'État, en russe et en bélarus. Et donc, la partie russe signifie la Routhénie et pas la Russie. Et donc, c'est une mauvaise traduction. Dans la traduction francophone, nous sommes habitués au mot Biélorussie, qui fait référence à l'appartenance du pays à l'Union soviétique, quand il s'agissait d'une république socialiste soviétique de la Biélorussie. Et donc, actuellement, c'est un pays indépendant depuis la chute de l'URSS qui s'appelle Bélarus. D'accord, Bélarus. Et dans beaucoup de pays, le nom Biélorussie change pour devenir Bélarus. Par exemple, en allemand, c'était Weißrussland. Et maintenant, c'est le Bélarus. D'accord. Aussi. Donc, c'est le nom officiel. Et donc, oui, les Bélarusses sont fiers de dire qu'ils habitent ce pays et que ce pays s'appelle le Bélarus et pas la Biélorussie. C'est important de le préciser. Donc, pays qui est dirigé depuis 26 ans par Alexandre Loukachenko. C'est le premier et c'est l'unique président, finalement, que le Bélarus ait connu depuis l'effondrement de l'Empire soviétique. Et il est considéré comme le dernier dictateur d'Europe. Alors, Ekaterina, en quoi, finalement, la mobilisation qui a lieu depuis plusieurs mois est vraiment différente des précédentes dans ce pays? Donc, il faut tout d'abord préciser qu'il s'agit d'une mobilisation protestataire post-électorale qui est survenue en réponse à la fraude électorale et à la tenue des élections présidentielles dans les conditions non libres. Et donc, Alexandre Loukachenko s'est fait réélire pour le 6e mandat lors de ces élections présidentielles. Qui ont eu lieu le 9 août 2020. Donc, les résultats des présidentielles passées de 2001, 2006, 2010, 2015 ont été également truqués et il y a eu des manifestations de l'opposition à l'issue de certaines de ces présidentielles. Mais cette fois-ci, la situation est très, très différente. Donc, la société bélarusse s'est fortement politisée. Donc, les candidats issus d'une nouvelle opposition ont parvenu à attirer des électeurs qui ne s'intéressaient pas auparavant à la politique. Le secteur IT a proposé de nombreuses solutions pour confirmer que le trucage des élections a eu lieu. Et la politisation a touché tout le pays et pas uniquement la capitale Minsk, qui est traditionnellement anti-Loukachenko.
D'accord. Donc en fait, effectivement, après ces élections, il y a eu une forte mobilisation, il y a eu de grandes manifestations. Et vous étiez dans le pays d'Aria, vous êtes sortis dans la rue pour manifester. Et ces manifestations, elles étaient principalement menées au départ par les femmes. Comment on l'explique? Comment ça s'est organisé? Oui, au début, je voudrais juste ajouter que... après les élections 2010, beaucoup de gens ont quitté le pays parce que peut-être ils pensaient qu'on ne peut changer rien. C'était vraiment la répression très très grave après les élections déjà 2010. Parmi eux, j'ai pensé que je peux faire plus ici avec des institutions européennes. C'est pour ça que vous êtes partie. Oui, c'est ça. Mais l'année dernière, c'était vraiment l'année d'espoir regagné pour tout le monde, pour moi, mais je crois que pour beaucoup de gens. Ce que j'ai vu sur les rues des villes belarusses, c'était vraiment quelque chose de magique pour moi. J'ai jamais vu cette mobilisation de tous les partis de la société. On peut dire que c'était les jeunes et les seniors, les hommes et les femmes, les docteurs, les enseignants. Et c'est vraiment les gens de toutes les professions, même les gens qui travaillent pour le gouvernement. Et on doit se souvenir que beaucoup de gens au Bélarus sont employés par les entreprises de l'État. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très, très difficile de manifester au Bélarus. Il n'y a pas de liberté de l'association ou liberté de l'expression. Et vous pouvez perdre votre travail, votre santé, votre liberté et même votre vie, qu'on a déjà vu. Et c'est pour ça que je peux dire que... Bélarus sont vraiment mes héros. C'est vraiment les gens ils sont très, très courageux. Après les 3 jours affreux, quand les gens étaient torturés à la prison à Cristina. Après les manifestations. Oui, c'est ça. Après les élections de 9 août. Oui, c'est ça. Après les 3 jours de torture. Les femmes bélarusses avaient le courage de sortir dans les rues des villes principales, Minsk, mais pas seulement Minsk, portant les robes blanches et fleurs blanches et rouges comme notre drapeau du Bélarus. Et ils voulaient manifester contre la violence et pour la paix et pour la liberté. Et ces femmes ont inspiré tout le monde pour sortir dans les rues après. Oui, alors peut-être que j'ai envie de me tourner vers vous, Ekaterina Pearson-Ligina. C'est que quand on voit ces manifestations et le fait que ces femmes sont sorties dans la rue, nous, de notre point de vue, on pourrait se dire, tiens, elles sont là pour défendre des valeurs vraiment féministes. Mais en fait, non, elles sont plutôt là pour elles se revendiquaient plutôt comme des protectrices, comme des pacificatrices, c'est ça? Oui, je suis d'accord avec cette analyse. On pourrait dire aussi que Svetlana Tikhanovskaya, qui incarne ce mouvement d'opposition, qui s'est présentée aux élections. Qui s'est présentée aux élections à la place de son mari quand il était jeté en prison, et qui n'avait pas elle-même de programme politique particulier. Elle promettait seulement d'organiser les nouvelles élections, cette fois-ci démocratiques, en cas de son élection. Donc, on peut pas dire qu'elle était au départ porteuse des valeurs féministes. Elle affirmait surtout qu'elle a fait cela par l'amour pour son mari et qu'elle reviendra au foyer quand tout est fini.
Mais actuellement, on observe une évolution de Svetlana Tikhanovskaya en tant que femme politique qui porte plus de valeurs féministes et qui incarne mieux l'image d'une femme qui s'émancipe, etc. Mais elle est en exil aujourd'hui. Elle est en exil. Mais le fait même que Svetlana Tikhanovskaya fut enregistrée comme candidate démontre à quel point la société bélarusse est patriarcale. Parce qu'avant de l'enregistrer comme candidate, Alexandre Loukachenko a annoncé que la Constitution n'est pas faite pour une femme, que c'est une charge trop lourde pour une femme d'assumer des fonctions du président. Et donc, il a juste accepté sa candidature parce qu'en fait, c'était une femme et donc il estimait qu'elle avait de toute façon aucune chance. Aucune chance. Est-ce que vous sentez aussi, vous, Daria, que ce mouvement qui au départ était effectivement plus pacificateur, que les femmes qui sortaient en rue pour être là dans une démarche de protection aussi, parce qu'elles allaient peut-être être moins... qu'il y aurait moins de répression envers les femmes qu'envers les hommes s'ils manifestaient. Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution de ce mouvement aujourd'hui et que les femmes veulent s'affirmer plus aussi en tant que femmes et affirmer leur importance dans cette société bélarusse? Je crois que oui. Je suis vraiment d'accord que ce n'était pas une manifestation féministe classique, quand même. Mais la rhétorique sexiste de Loukachenko a joué un rôle très important dans la mobilisation. C'est pour ça que c'était une erreur de sa part, un peu, ou beaucoup, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas pensé que la population du Bélarus est vraiment prête pour une femme comme la présidente. Et ces remarques de la Constitution n'est pas faite pour une femme, c'était vraiment un choc pour tout le monde, pour les femmes et les hommes. On a vu beaucoup de slogans, beaucoup des affiches avec des mots comme « Notre femme sont très fortes »,« C'est notre présidente ». Il y a beaucoup de respect pour Madame Tikhanovskaya. Il y avait, comme Ekaterina a déjà dit, il y avait 3 femmes très fortes. Donc Svetlana, elle a déjà évolué beaucoup comme une femme politique. Mais il y a aussi Maria Kolesnikova qui est en prison. Et c'est vraiment tragique parce qu'il y a aussi un des symboles de cette manifestation. Et Véronika Tsepkala, elle a quitté le pays parce qu'elle ne peut pas rester à cause de la pression de la police et le gouvernement. Mais je crois que vraiment le trio ont inspiré les femmes au Bélarus et les femmes qui habitent comme moi ici, la Belgique, les femmes bélarusses ou en France ou en Allemagne, pour être plus actives dans la diaspora aussi, pour s'affirmer, pour vraiment être les leaders dans les organisations de société civile, les ONG. Et je vois beaucoup d'activités des femmes. C'est vraiment très inspirant pour nous. Alors, on voit que, outre les femmes, il y a aussi eu les retraités qui ont manifesté. Il y a d'autres pans de la population qui ont manifesté. Et Daria le disait, finalement, on voit qu'il y a une colère dans un peu tous les secteurs. Quelles sont, du coup, pour vous, Ekaterina, les raisons profondes, finalement, de cette révolte aujourd'hui au Bélarus ? Je voulais juste aussi ajouter par rapport au rôle des femmes. Quand les femmes sont sorties le 12 août, c'était en fait un moyen de continuer les mobilisations. Après une très forte répression qui a duré 3 jours, en plus, qui était accompagnée par les cas de torture dans les centres de détention. Donc on pourrait dire en fait que cette mobilisation au départ post-électorale s'est élargie considérablement en réponse à la violence exercée par les services bélarusses de la police spéciale à l'égard des manifestants pacifiques. Et surtout, les cas de torture, parce que les Bélarusses ont été profondément choqués que c'était possible dans leur pays de vivre cet enfer. Et donc, parmi les causes immédiates, c'est la fraude électorale
et la violence policière, mais il y a aussi les causes profondes qui s'expliquent pourquoi ce mécontentement est survenu maintenant et pas l'année passée ou il y a 10 ans. En fait, donc dans les années 2010, on constate que la croissance du PIB bélarusse est très lente, l'économie stagne et l'écart des salaires entre Minsk et les régions s'élargit, et encore plus avec les pays voisins comme la Pologne ou la Lituanie. Et ce mécontentement de la population est saisi par les blogueurs qui parcourent tout le pays et qui donnent parole aux citoyens simples. Et donc l'influence des médias indépendants à ce moment-là et des réseaux sociaux s'élargit significativement, et encore plus pendant la première vague du Covid, parce que les citoyens simples cherchent la vérité sur les cas de Covid, sur les mesures à suivre. Et je dois rappeler que Loukachenko a très longtemps ignoré, refusé de reconnaître les dangers de la pandémie. Donc, on peut constater que l'État n'a plus de monopole pour l'information donc dans les années 2010. Okay. Et donc, il y a aussi des gens qui commencent à compter de plus en plus sur eux-mêmes. Et le modèle paternaliste promu par les autorités commence à présenter des failles, car il y a moins d'argent dans le budget pour les programmes sociaux. Et il y a les solidarités horizontales qui forment entre les citoyens. À la fin des années 2010, on constate par exemple l'apparition des plateformes de crowdfunding. Les citoyens recueillent des fonds, par exemple, pour des projets culturels, les projets sociaux, pour payer les amendes, pour les opposants politiques. Et en plus, il y a aussi le secteur IT qui se développe et qui constitue, avant les élections présidentielles, environ 7% du PIB. Et donc, ce sont les travailleurs qui ne dépendent pas de l'État, mais qui commencent à vouloir influencer la politique et qui ont les moyens à consacrer donc à cette lutte contre le régime. Alors, on va poursuivre dans un instant avec les sanctions contre le régime. Mais je vous propose d'abord d'écouter le témoignage d'un journaliste bélarusse que l'on a recueilli grâce à vous, Ekaterina. Alors, il s'appelle Ilya Dabradvor et pendant l'été 2020, il a travaillé dans le quartier électoral d'un des candidats à la présidence, Valéry Tsepkalo. Et récemment, il a dû fuir en Pologne avec sa famille et ses 5 enfants. Alors, en cause notamment une amende de 3 500 € que sa femme, militante d'opposition, a reçue parce qu'elle avait affiché des portraits de prisonniers politiques sur leurs fenêtres. Alors, il faut savoir qu'à Minsk, le salaire moyen est de 500 €, donc 3 500 € d'amende, c'était impayable pour eux. Et puis, il y a aussi eu des fouilles de la police dans leur appartement. Donc, Ilya Dabradvor a fouillé en Pologne avec sa famille et on lui a demandé pourquoi. On l'écoute. J'ai dû quitter le Bélarus parce que le président Alexandre Loukachenko commence à perdre la tête. Il y a des purges totales. Elle n'implique pas uniquement moi en tant que journaliste, mais tous les citoyens bélarusses. Les gens sont poursuivis pour de simples commentaires postés sur Facebook ou seulement pour avoir exprimé leur mécontentement vis-à-vis des autorités. Et les autorités les considèrent comme ennemis. J'ai dû partir pour assurer ma sécurité et celle de ma famille. Ma femme a été accusée de crime et le processus s'était lancé pour ouvrir des poursuites judiciaires à mon encontre également. Des milliers de réfugiés bélarusses sont arrivés en Pologne, en Ukraine, en Lituanie depuis août dernier. Est-ce que vous avez eu des facilités pour obtenir le statut de réfugié en Pologne? En Pologne, les réfugiés bélarusses suivent la procédure standard. Mais il faut quand même souligner que les travailleurs de ces services sont très compréhensifs vis-à-vis de notre situation. Alors, vous avez travaillé pour la campagne électorale d'un des candidats présidentiels et récemment, les signatures que vous avez rassemblées pour qu'il se porte candidat ont été saisies par les autorités. Que risquent les citoyens qui ont signé ? Nous avons présenté environ 160 000 signatures à la Commission centrale électorale.
Les citoyens qui ont apposé ces signatures et qui travaillent dans les services publics ont déjà été licenciés. Après la saisie de ces signatures, on sait qu'il y aura une nouvelle vague de poursuites. Les chaînes contrôlées par l'État ont déjà confirmé que la répression allait se poursuivre. Donc les personnes qui ont, d'une manière tout à fait légale, signé pour soutenir un candidat alternatif, lui permettent de se présenter. Ces personnes vont être licenciées. C'est la réalité dans laquelle on vit au Bélarus aujourd'hui. Alors on voit à travers ce témoignage que la répression vraiment se renforce. Et pour un petit message Facebook, un commentaire, un logo sur un masque, on peut se faire arrêter. C'est nouveau ça, Daria? Vous sentez vraiment que cette répression s'est renforcée ces derniers mois? Oui, je suis d'accord. C'est un témoignage très fort, mais quand même, c'est une des histoires des milliers de Bélarus. Il y a beaucoup de Bélarus qui doivent partir, qui doivent se battre pour la liberté en Pologne ou Lituanie, mais ils ne peuvent pas rester au Bélarus. C'est vraiment triste. Et ce qu'on voit aujourd'hui au Bélarus, c'est vraiment épouvantable. C'est un désastre pour les droits de l'homme. On parle aujourd'hui de 450 prisonniers politiques. Parmi eux se trouvent Roman Protasevich et Sofia Sapega. C'était les deux passagers de vol Ryanair. Et c'est vraiment... Loukachenko a vraiment franchi une autre ligne rouge avec l'atterrissage forcé de l'avion. Mais on pense que aussi Sofia Sapega et Roman Protasevich, tous les prisonniers politiques peuvent aussi être torturés en ce moment. On ne sait pas, c'est vraiment possible, ça ne sera pas une surprise pour nous. Et on peut dire que Loukachenko tient la population de Bélarus comme otage. Parce que aussi, c'est très très difficile de voyager, de traverser les frontières terrestres. Et à cause de ces actions illégales, l'espace aérien est bloqué par l'Union européenne aussi. Est-ce que même les personnes en exil, comme vous, ici en Belgique, vous craignez pour de vous faire arrêter un jour quand on voit qu'effectivement on peut arrêter un avion, détourner un avion? Est-ce que vous-même vous craignez J'ai pas peur pour moi, mais j'ai plutôt peur pour ma famille et mes amis. Au Bélarus, je sais que je dois être très prudente. Je ne peux pas prendre l'avion qui traverse le Bélarus, c'est compris déjà. Il faut être très, très prudente. Mais quand même, ce n'est pas nous, c'est les gens qui sont au Bélarus, qui sont dans une situation très, très grave. Donc, j'ai peur pour ces gens. Je pense que c'est intéressant de parler aussi des sanctions que l'Union européenne notamment a prises contre le Bélarus et de savoir quels sont les moyens d'action. Alors déjà, par rapport à ces sanctions de l'Union européenne, est-ce que pour vous, ces sanctions sont efficaces, Ekaterina Persson? Moi, je trouve que les sanctions actuelles ont une influence limitée. Donc, il s'agit, je vais rappeler, d'une interdiction d'entrée dans l'Union européenne pour 88 représentants du régime. Et il s'agit du gel des finances et l'interdiction de coopération avec 7 entreprises bélarusses. Donc, ce sont les sanctions assez symboliques dans le sens que les fonctionnaires bélarusses qui figurent dans cette liste ne se rendent jamais dans l'Union européenne. Et en plus, il est possible de créer de nouvelles entités économiques afin d'éviter ces sanctions financières. Toutefois, la dernière interdiction aux entreprises européennes de survoler le Bélarus et l'interdiction pour l'entreprise aérienne Belavia, ce qui est l'unique entreprise nationale aérienne dans le pays, de voler dans l'Union européenne, ont quand même un impact économique.
Mais la décision de l'Union européenne est d'une part compréhensible, car la déviation de l'avion a mis en danger la vie des citoyens européens. Donc, les hommes politiques, ils ont les comptes à rendre aux citoyens européens. Mais d'autre part, on a une situation où les Bélarusses sont coincés dans leur pays. Parce qu'il faut rappeler que cette situation donc, est mise en place en décembre 2020, lorsque Alexandre Loukachenko a fermé d'abord la frontière terrestre, citant la situation épidémiologique dans le pays. Donc, il a fermé ses frontières soi-disant pour protéger les citoyens du Covid. Alors qu'il est tout à fait courant de faire l'inverse, de fermer la frontière pour l'arrivée de ressortissants d'autres pays. Et donc, hier, en plus, les autorités ont durci les conditions de sortie. Il faut dorénavant avoir un permis de séjour de longue durée dans un pays étranger et pas temporaire, afin de pouvoir sortir du Bélarus. Et donc, évidemment, la frontière aérienne est fermée donc, par la décision de l'Union européenne et la terrestre par la décision d'Alexandre Loukachenko. Et donc, il y a seulement donc, la frontière aérienne et terrestre avec la Russie qui reste disponible. Et donc, d'une part, ça n'affecte pas les opposants politiques parce qu'ils sont déjà dans les listes noires. Et donc, au cas où ils prennent l'avion, ils vont directement être arrêtés. Mais ça, en général, cette situation quand même favorise l'isolement des Bélarusses en général. Daria, est-ce que vous pensez que cette révolte et cette mobilisation des citoyens bélarusses peut quand même réussir à faire plier le régime? Est-ce que vous mettez de l'espoir dans cette mobilisation, notamment de la diaspora bélarusse? Oui, je voudrais juste ajouter sur les sanctions, peut-être. Je crois que les répressions atroces contre la population du Bélarus quand même méritent la réaction de l'Union européenne la plus forte possible. Donc, on sait que les sanctions, c'est juste un des outils de la politique européenne, mais quand même, c'est un des outils très importants et symboliques. Et l'Union européenne doit vraiment cibler par les sanctions les entreprises de l'État, de l'industrie chimique et pétrochimique. Ça, c'est très important. Et aussi les hommes d'affaires qui soutiennent Loukachenko. Ça, c'est vraiment le minimum de ce que l'Union européenne peut faire. Mais il faut aussi affiner la politique des sanctions et il faut les combiner avec la diplomatie au niveau international, avec les États-Unis, par exemple, et aussi avec le soutien de la société civile. Ça, c'est très important, aussi le soutien pour tout le monde qui doit quitter le pays. Et avec la question des manifestations et de les mobilisations de la population, des citoyens, je peux dire que j'ai beaucoup d'espoir car les Bélarusses ont vraiment trouvé le clé du succès, je crois, c'est la solidarité. Nous sommes vraiment unis comme ça pour la première fois. C'est vraiment inspirant et c'est incroyable pour moi de le voir. Et ici, comme diaspora, on essaie quand même d'aider notre compatriote Bélarus en travaillant avec les politiciens européens et belges. Et on travaille beaucoup avec les politiciens, on organise les manifestations et on fait tout ce qu'on peut pour les soutiens. Et je crois qu'avec la pression internationale, on peut y arriver, vraiment. Bon, on va finir alors sur cette note d'espoir et on suivra évidemment la situation au Bélarus dans nos prochaines émissions. Merci vraiment à toutes les deux de nous avoir éclairé sur la situation dans ce pays que finalement on connaissait peut-être assez mal et c'est peut-être le seul avantage que je mets vraiment entre guillemets de ce détournement d'avion, c'est que ça a permis de mettre un coup de projecteur sur vraiment les atteintes aux droits humains au Bélarus. Merci à toutes les deux, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Merci. Merci.